Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et si vous nous rejoignez, eh bien aujourd'hui une Alia Story un peu particulière parce qu'elle va être un peu double. Je reçois Betty Reutemann. Bonjour Betty. Bonjour. Merci d'être venue. Alors vous êtes professeure émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes auteur, je crois que vous avez écrit à peu près 8 livres. Vous êtes en Israël depuis 46 ans. Oui. Voilà, vous êtes montée lorsque vous étiez une jeune fille de 22 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes montée dans le sillage de vos parents et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Alia Story est un peu compliquée parce qu'on ne peut pas parler de votre Alia sans parler de vos parents et notamment de votre père, Paul Reutemann. Oui, le grand rabbin Paul Reutemann. Voilà. Voilà, alors il était rabbin, mais pas que. On va défiler le fil de sa vie, bien évidemment. Alors, comment c'était de grandir chez les Reutemann? Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en gros, on va dire que c'est le créateur du Bnei Akiva France, mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Créateur aussi de Tzedek en Israël. Alors, c'était comment? Oui, bon, d'abord pour redéfinir mon père, je crois que rien de ce qui a été jeune religieux et sioniste, ou jeune et sioniste et futurement religieux en Europe et en Afrique du Nord, après-guerre ne lui a été étranger. Tout est passé par ses mains à l'époque. Et quant à grandir dans cette maison... Je crois que c'était tout aussi naturel que dans n'importe quelle autre maison. C'est ça la grande particularité, la grande force de mon père. C'est qu'il lui était évident et naturel de se lever le matin et d'aller faire ce qu'il pouvait pour sauver le peuple juif. C'était une évidence et on vivait très bien avec ça. Alors juste pour résumer, vos parents se sont connus pendant la guerre. Tous deux sont nés en Pologne et tous deux sont arrivés en France dans les années, on va dire, 25. Oui. L'un à Lens et l'autre à Metz. Oui, l'une à Lens et l'autre à Metz. Si vous voulez. Oui. Ok, donc ils ont grandi en France, ils ont été imprégnés de culture française. Oui, mais nés tous les deux dans des milieux très très juifs. Oui, bien sûr. Très profondément ancrés dans la tradition juive, tous les deux. D'accord. Alors. Comment cette flamme, on va dire, qui a animé toute sa vie, votre papa, a grandi et pourquoi s'est-il tellement intéressé à la jeunesse juive? Bon, d'abord, depuis toujours, en fait. Depuis l'âge de 15 ans, je crois. Oui, puisqu'à l'âge de 15 ans, il a organisé la jeunesse de Metz, un groupe de Metz, et il a pris tout naturellement la tête. Je suppose qu'il avait ça dans le sang. Et bon, pour la petite histoire, quand la famille de mon père est arrivée à Metz, ils ont emmené avec eux un grand-père aveugle, qui était le père de ma grand-mère. Et c'est mon père qui, dès l'âge de 7 ans, donc 7 ans, a eu, pour fonction d'emmener mon arrière-grand-père, donc tous les matins et tous les soirs, à la prière, au minyan de Metz. Et je pense que ça l'a énormément marqué. Ça a énormément marqué aussi toute la communauté de la ville qui voyait ce petit garçon guidé par la main ce grand vieillard, parce qu'il a entendu de l'arrière-grand-père beaucoup d'histoires. Il a grandi parmi les anciens de la communauté. Il a été pétri de judaïsme le plus profond, le plus chassidique, des chants, des histoires de l'amour du juif, de cet amour gratuit qu'il a accompagné partout. Alors, il avait le sens des jeunes, le sens de la communication, et il a continué dans cette direction, mais
je crois que sa première définition, c'était de dire que c'était un grand juif. La preuve, c'est que quand il est arrivé en Afrique du Nord, au départ, il ne connaissait pas du tout... Ça, on va y venir, parce qu'avant l'Afrique du Nord, il y a eu beaucoup de choses. Donc... Non, mais je veux dire, il s'est adapté partout. Aussi différent qu'a été le judaïsme d'Afrique du Nord. Que le judaïsme de Ashkenaz il a très vite appris à prier suivant le rite algérois ou bonnois. Il s'est adapté. Parce que tout ce qui était juif lui parlait directement. Tout ce qui était authentiquement juif ne présentait aucun écran, aucune barrière pour lui. Alors, pourtant, pendant la guerre, il a 20 ans. Il aurait pu s'arrêter, d'avoir des activités. Ou de se dire c'est dangereux, etc. Peu lui importer. Il a continué à rassembler des jeunes. Oui. Donc, ça a été son premier souci. Il y a eu énormément de réfugiés donc, du nord de la France. Là, il se trouve, il faut préciser qu'à cette époque-là, il se trouve à Bordeaux. Il commence par Bordeaux. Les Juifs sont arrivés d'abord à Bordeaux, où il y avait énormément d'autres réfugiés. Et puis, avec l'arrivée au courant de l'année 40 des Allemands à Bordeaux même, tout ce petit monde s'enfuit vers Toulouse. Et là, ils se sont installés pour plus longtemps. Alors, il faut préciser que justement, pendant la guerre, il a envie de transmettre ce qu'il sait. Je crois que c'est ce qui l'anime, qui va l'animer tout au long de sa vie. Et il rassemble des jeunes pour étudier. Ça paraît bizarre en pleine guerre. Oui, il monte un cercle d'études pour que les jeunes juifs se retrouvent. Il y a toujours un souci communautaire, un souci de raccrochement à la tradition. Surtout que ça doit être la panique pendant la guerre. Les familles sont un peu éparpillées, les jeunes sont seuls. Les jeunes sont seuls. C'est d'ailleurs comme ça que maman est arrivée aussi dans la ce photo groupe du Brit Noah. On voit d'ailleurs des photos de votre maman jeune, très belle jeune femme. Et c'est de là que sont sortis les premiers cadres de la première formation de résistance juive en France, et qui est devenue l'armée juive. Alors, ça veut dire quoi l'armée juive ? L'armée juive consistait premièrement à essayer de sauver les Juifs de façon spécifique, beaucoup de constitutions de faux papiers, de distribution, il fallait cacher les réfugiés, il y a mille et une histoires, mais il y a également toute une frange qui a une part active, de combat actif, et il y a eu d'ailleurs des héroïnes et des jeunes femmes arrêtées, torturées ou fusillées. Alors, son histoire est un peu comme un roman, quand même, parce que il se fait attraper à un moment. Il se fait, lors d'une rafle, il se fait attraper à Bordeaux. D'une opération... une opération liée à la résistance, et il est arrêté. Il est arrêté à ce moment-là. Donc on l'enferme à Bordeaux. Au fort du Ha, tout près de Bordeaux, dans d'une cellule avec 14 autres juifs. Alors là, c'est saisissant parce que même là, alors qu'il n'a qu'une heure d'électricité par jour, ils sont plongés dans l'obscurité, et il dit aux autres qu'il faut garder l'espoir. Et évidemment, qu'il faut organiser quelque chose. Donc, ils organisent entre eux des cours. Évidemment, mon père devient très vite le centre du groupe. Et il leur propose des cours d'histoire juive, puisque personne... Ils sont des juifs assimilés, en fait. Ils ne connaissent pas leur histoire, leur héritage. Ouais. Et mon père m'a raconté que... il a découvert à sa stupéfaction que ces gens ne savaient strictement rien. Ils pensaient commencer vraiment à une période historique. Il a très vite dû remonter à la création du monde, ou à peu près. Et comme ça, il les a à la fois soutenus, maintenus, rejudaïsés, jusqu'au premier vendredi soir,
où il a décidé d'organiser un office. C'est quand même incroyable. Donc, ils sont dans les geôles. Sous la botte allemande. Et ils organisent un office le vendredi soir dans le noir. Dans le noir. Et personne ne connaissait les prières, personne ne savait l'hébreu, mais il y en avait un qui savait dire Kaddish. Et mon père a dit, bon, à nous deux. Donc, mon père avait une très belle voix et il était donc, comme je vous l'ai raconté, pénétré de tous ces chants. Il connaissait la prière par cœur en ayant été à la synagogue toute sa jeunesse. Oui. Donc, il a chanté l'office et il a dit qu'il y a eu une ferveur qu'il a rarement retrouvée par la suite. Alors, il était sur les listes pour partir à Drancy, puis à Auschwitz, on imagine. Et puis, c'était sans compter sur l'aide précieuse d'un autre héros de la famille Rothman, puisqu'il s'agit de son frère, son jeune frère. Son plus jeune frère, Léon Alav Shalom, donc Arié en hébreu, et qui, à l'âge de 17 ans, est venu voir à l'époque dans donc, le camp d'internement de Mérignac, où on a transféré mon père, en attendant le départ pour Drancy. Et il est venu le voir, il lui a dit je vais te sortir de là. Il jouait les fanfarons, enfin il était fanfaron et exceptionnel en même temps. Et à force de mensonges, d'histoires loufoques, il a réussi. Il s'est mis en danger quand même, ce qui était jusqu'à la Gestapo pour le directeur de la... Non, tout à fait. Donc il a réussi de fil en aiguille à remonter jusqu'au chef de la Gestapo de Paris. Il s'est fabriqué lui-même de faux papiers. Il a traversé 10 postes de garde. Il est arrivé, il a soudoyé avec des cigares, des pièces d'or, le chef de la Gestapo, de manière à faire revenir le dossier de mon père de Drancy à Bordeaux. Et à Bordeaux, il a continué à soudoyer par le truchement de l'interprète, enfin le commandant local, qui a laissé officiellement partir mon père comme juif. Avec un Ausweis, donc un laissez-passer allemand officiel, qui a éveillé les soupçons et les doutes. Alors qu'il était vrai, le Ausweis. Oui, justement, mais c'était tellement invraisemblable que le poste de garde à la frontière ne l'a pas cru. Il a dû passer encore pas mal d'heures au poste frontière de la ligne de démarcation avant que les choses s'arrangent et que mon père revienne à Toulouse, RF Purim 43. Alors tout ça, bien sûr, on vous le raconte parce que ce sont des petites histoires incroyables qui font que le destin d'un homme bascule ou pas. Alors pour lui, ça a basculé parce qu'il a eu l'impression que sa vie ne lui appartenait plus. Oui, sa vie lui a été rendue et il a décidé après-guerre de ne pas reprendre ses études de médecine. C'est donc pas par hasard déjà qu'il voulait être médecin des corps, mais il y avait urgence, devant l'ampleur de la catastrophe, à essayer de remonter des structures de la communauté juive et du peuple juif. Et mon père pensait toujours en grand. Et donc, il a tout abandonné pour se mettre au service de la jeunesse juive, la plupart du temps complètement désemparée, de ses enfants et de ses adolescents. Alors, vous qui êtes auteur, c'est quand même incroyable, c'est un matériel extraordinaire d'avoir grandi dans une famille comme ça, quand on découvre l'histoire de son père... pour une petite fille qui est... Bon, c'est simplement son papa, et puis de voir que c'est un héros quand même. On peut dire ça comme ça. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que la grandeur de mon père, c'est de ne pas nous avoir donné ce sentiment de l'exception. Ça a continué à être le papa normal, naturel, qui jouait avec nous quand il avait le temps. Et ça lui était si naturel de se dévouer pour le peuple juif, comme on se lève le matin, on se brosse les dents et on s'engage dans la bataille, qu'il nous a communiqué ce sentiment que c'était la chose à faire et que c'était son boulot. Et on a été heureux ensemble et on a cru avec lui à ce à quoi il croyait, mais...
mais jamais avec ce sentiment d'exception. Alors en 46, on est juste après-guerre, il se marie avec votre jolie maman. Il s'est marié en 45 même. 45 et 46, ils arrivent à Paris. Voilà. Et donc c'est un phare en fait pour toute cette jeunesse qu'il a. Oui, parce que ça a été le premier couple donc qui s'est marié juste après-guerre. En fait, je crois qu'ils sont arrivés déjà à fin 45 à Paris. Et ça a été le quartier général de tous les jeunes de la Résistance qui avaient vécu tant de choses ensemble. Alors, ils habitaient un petit 2 pièces. Il y avait quelques caisses que maman avait recouvertes d'un apron et qui servaient, enfin, faisaient office de meubles. Il n'y avait pas l'eau courante, un petit bébé. Mais les gens venaient n'importe quand, dormaient, mangeaient. Il y avait de quoi rendre heureux tout le monde. Et il y a eu quelques hôtes de marque, comme à l'époque le docteur Bourg, c'est-à-dire tous les Israéliens qui venaient à Paris savaient que chez les Reutemann, c'était un petit Israël réduit. Ou bien donc le fameux Chouchani qui un soir est venu frapper à la porte et a dit qu'il voulait passer la soirée avec mon père à étudier et qui est resté pour la nuit. J'imagine que je vous entends parler, je sens votre émotion de raconter tout ça. Alors, bien évidemment, votre mère a été à ses côtés. Elle disait d'ailleurs de lui, ton père, je crois, c'est un poète de l'action. Oui, parce que je crois que ce qui a caractérisé son engagement, c'est que c'était un grand inventeur. À chaque fois qu'il y avait un problème insoluble, on savait qu'il fallait demander à papa et qu'il aurait une idée complètement atypique, complètement latérale. Et alors ça, c'est pour le côté poésie. Mais il avait en plus ce don d'être capable d'organiser les choses sur le terrain de manière à ce que le rêve soit réalisable. Et à chaque fois qu'on lui disait « tu es fou, mais c'est complètement impossible », il a Baruch Hashem, la plupart du temps, montrer qu'avec de la volonté et de la foi, on pouvait le faire. Alors, après-guerre, comme il veut s'occuper encore de la jeunesse, il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Où je vais être utile? Comment je dois m'y prendre? Et comment je vais gagner ma vie aussi? Parce qu'il faut bien manger, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Donc, pour pouvoir devenir aumônier de la jeunesse, c'est-à-dire avoir une espèce de droit moral et institutionnel de s'en occuper, c'est là qu'il est entré à l'école rabbinique pour obtenir son diplôme de rabbin et avoir une espèce de laissez-passer non allemand cette fois-ci. Et il est allé voir le président du consistoire à l'époque, qui s'appelait Maître Léon Maïs. Donc c'est ce qu'il fait, hein. Il fait le séminaire rabbinique. Oui, et donc avec cet accord passé préalablement qui lui permettrait de devenir l'aumônier de la jeunesse. Voilà, parce que lui, il voulait pas être rabbin, c'était pas son intérêt d'être rabbin communautaire, il n'aurait pas tenu en place, et puis il n'avait pas le sentiment, j'allais dire, de son importance, même fonctionnelle, il ne pouvait pas. Il voulait vraiment fédérer la jeunesse juive de France, en tout cas. De France, de toute l'Europe, parce que parallèlement, pendant ces années-là, il commençait déjà à sillonner la France, puis l'Europe, et puis l'Afrique du Nord. Déjà en 1949, il était en Afrique du Nord, simplement pour noyauter des groupes du Bnei Akiba, indépendamment de toute carrière, de toute possibilité technique. Il fallait, là où il passait, je me souviens... quand mon père a été hospitalisé dans les dernières années. Alors, ces anciens disaient, ça c'est dangereux parce qu'il va leur monter un groupe du Bnei Akiba, il va leur monter un nouveau groupe à l'hôpital. Voilà. Okay. Et donc, nous parlions. Donc, il fait ses études à l'école rabbinique et en sortant, le président du consistoire a changé et le nouveau président, Georges Wormser, refuse... qu'il s'occupe de la jeunesse. Il dit, tu seras rabbin de communauté ou sinon tu t'en vas. Voilà, donc il s'en va. Mon père est parti.
Mon père est parti. Et il a bien fait parce que il a continué non seulement à créer des snifs du Bnei Akiva, comme ce qu'il avait fait lorsqu'il avait 15 ans. C'était le premier à l'époque. Et il en a créé de nombreux autres. Mais surtout, il est rentré à la Jean juive, où là, on lui a donné carte blanche pour s'occuper de la jeunesse. Exactement. Alors, donc, ce qu'il n'avait pas pu faire sous l'égide du consistoire, il a fait sous le chapeau de l'agence juive. Je pense simplement, il est arrivé en Italie. Il m'a dit que pendant qu'il réunissait des jeunes, c'était toujours assez aléatoire d'arriver à trouver des jeunes. Oui, parce qu'il voyageait partout. Là, il fallait s'occuper de la jeunesse dans l'Europe entière. Oui. Et en Afrique du Nord. Alors, quelqu'un, donc, un groupe de jeunesse communiste, juive, est rentré en lui disant, on n'a pas besoin de religieux, on va vous casser les os. Alors, et mon père a répondu, vous pouvez essayer, j'ai le dos assez solide. Et il était tout petit et maigrichon, mais c'est ce qu'il a répondu. Et puis finalement, ça s'est bien passé partout. Ouais, oui. Donc Italie, Portugal, Scandinavie, Afrique du Nord, et alors qu'il n'aimait pas tellement les voyages, il faut dire ce qu'il en était. Détestait toute forme de voyage et supportait mal. Et il n'a jamais, enfin, il s'est toujours refusé à jouir des conditions de luxe qu'on lui offrait pour ses voyages, parce qu'il fallait garder l'argent pour la collectivité. Ça en dit long sur lui. Oui. Alors, lui qui est allé à la rencontre du judaïsme d'Afrique du Nord, ça a dû être un choc, lui qui était rempli, on va dire, du judaïsme chassidique, qui parlait yiddish à la maison avec ses parents. Ça a dû être un choc pour lui, non ? Mais justement, c'est... Non, parce que je crois qu'il y a un degré d'authenticité ou de profondeur de la conviction juive ou de l'amour du peuple juif qui fait qu'on l'a très vite nommé séfarade d'honneur. On lui avait même proposé d'être le président de l'Union séfarade mondiale. Et que, où qu'il aille, donc, il priait selon le rite local. Il connaissait toutes les familles de tous les petits bleds. Et un juif, c'était un juif. Et donc, on dit en hébreu... Ça nous manque un peu ici en Israël. Je veux dire, il n'était pas un peu choqué quand il a fait son allié un peu plus tard. C'est une évidence. Il a dû être choqué, non ? De voir un peu toutes ces différences, toutes ces étiquettes les uns sur les autres. Je crois que ça ne l'atteignait même pas. Quand il est arrivé en Israël, donc on l'a emmené dans le quartier qui était à l'époque le quartier chaud de Shmuel Hanavi, où sévissaient, où s'organisaient les Panthères Noires. Ouais, les Panthères Noires, c'était le premier mouvement, on va dire, de revendication sociale des Juifs d'Afrique du Nord, qui étaient, on va dire, les parents pauvres un peu de l'Israël moderne. En Afrique du Nord. Et il est rentré, donc il venait de faire son alia, il avait 50 ans, il était olé Hadash, il ne parlait pas la langue. Mais il a dit, je ne peux pas laisser les choses comme ça, il faut absolument faire quelque chose. Et donc, sa première idée, c'était d'organiser à nouveau. Il a dit, j'ai vu des enfants jouer dans la rue, livrés à eux-mêmes. Il faut les encadrer, il faut leur donner la possibilité de s'éduquer, de vacances. Et c'est comme ça qu'il a créé Tzedek. C'est comme ça qu'il a créé Tzedek. Des maisons d'un village d'enfants pour... Il avait une idée très particulière, en fait, qui n'a pas abouti parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais il voulait que cette jeunesse défavorisée reprenne conscience d'elle-même, de sa propre dignité et forme un mouvement de jeunesse autonome avec ses cadres. Alors, c'est en partie accompli, mais avec ses cadres qui seraient germés du terrain même. Et c'est un peu ce qui se passe quand même aujourd'hui. Oui, alors... C'est un peu ce qui se passe. Des gens qui ont été aidés par Tzedek, et qui deviennent à leur tour animateurs. Exactement. Et, alors donc, il voulait véritablement un mouvement qui allait renflouer les communautés. Et je me souviens que, par exemple, pour les camps de vacances, tous les enfants devaient payer. Alors, on payait un shekel, ou peut-être à l'époque une lira, une livre.
Donc, on savait que tout le monde avait payé et personne ne savait combien chacun avait payé, mais c'est ce qui leur donnait ce sentiment d'être tous égaux et de dignité égale. Alors, on a bien sûr sauté des étapes, c'est pas grave, on l'a fait dans le Non, désordre, non, mais non. tant pis, on s'en fiche. Non, oui. Il a aimé, j'imagine, vivre en Israël, ou c'était oui, je me difficile souviens. pour lui? Non, je me souviens d'une fois où il a pesté en disant ce pays, je ne sais pas à propos de quelles difficultés administratives ou enfin, Ouais. c'était, Comme on le c'était fait déjà comme on le fait tous. J'ai dit mais enfin papa, tu oublies que tu es sioniste. Il dit mais c'est pour ça que j'aime être dans ce pays parce qu'ici on peut respecter. Voilà. Ok, alors avant d'arriver en Israël, parce qu'on a sauté bien sûr Oui. des étapes, il a bien sûr aidé énormément lorsqu'on parlait des Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60 sont arrivés en France, il a beaucoup aidé à leur intégration. Il a beaucoup œuvré pour ça. Parce que justement, donc, du fait qu'il connaissait bien l'Afrique du Nord, il l'avait sillonné de part en part, il a été très préoccupé par les nuages qui s'amoncelaient et donc il a senti que ce qui allait se passer, qu'il y aurait une vague d'immigration exceptionnelle. Et il a essayé à la fois de demander aux Juifs d'Afrique du Nord de partir tant qu'il était temps, et pas tout le monde ne l'a cru. On l'a écouté. Oui. Et en Israël même, à Paris même, il a essayé de mobiliser la communauté. Et la communauté officielle, institutionnelle, n'a pas marché en lui disant d'abord tu exagères. Et ensuite, même on n'a pas les forces, on n'a pas les ressources. Oui, notre communauté est trop faible, trop mal organisée, on ne peut pas se mesurer à cela. Et mon père a dit, si vous ne le faites pas, je le ferai même tout seul. Et continuer. Et donc, comme il avait une seconde préoccupation, outre son souci de l'avenir du judaïsme d'Afrique du Nord, c'était celui de la jeunesse assimilée, de la grande assimilation de la jeunesse de profession libérale. Et puis les gens d'Afrique du Nord sont arrivés en France, ils étaient complètement éparpillés, ils n'étaient pas organisés. Oui, on arrivait un peu par hasard quand on avait une sœur, une tante, c'était un peu... Oui, donc lui qui avait connu ces communautés structurées, vivantes en Afrique du Nord, il était désespéré de savoir que c'était le cas, que ces gens étaient complètement arrachés à leur sol, dans tous les sens du terme. Et donc, il a essayé de recruter dans les grandes écoles et les universités des jeunes qui n'avaient plus rien à voir avec... Des juifs, même s'ils n'étaient pas du tout religieux. Qui n'avaient plus rien à voir pour la plupart avec le judaïsme. Il fallait, là encore, trouver une personne, donc par toutes sortes de biais. Il allait ou bien discuter avec les recteurs d'université, essayer d'organiser des cours d'hébreu, des repas cachers, de manière à pouvoir au moins repérer les Juifs. Avoir un petit point de rassemblement dans les universités. Et alors, il les a réunis, il leur a dit, écoutez, je ne vous demande rien, mais il y a une catastrophe qui est en train de se passer. Ça va passer. Mobilisez-vous. Pour aider vos... Oui. Et que au moins, s'il vous reste au moins le sentiment de la solidarité juive, tout le reste viendra après. Et donc, ces jeunes se sont effectivement mobilisés. Alors, des jeunes, pas n'importe quel jeune, hein. Oui, alors il y a eu évidemment de grandes figures, qui sont devenus ministres, un autre qui est devenu on parle de Lionel directeur de l'Institut Pasteur. Je me rappelle, elle avait été reçue major de sa promotion en médecine. Enfin, c'était tous des gens des futurs merveilleux. Cadres de la société française. De la société française. Voilà. Et une atmosphère. Donc, ils ont été eux-mêmes pris par cet enthousiasme. Alors, ce qui était extraordinaire quand même, puisque comme il avait recruté des gens qui ne connaissaient pas leurs racines juives, ni leur histoire, ni leur tradition, ni rien du tout, il les a formés. Alors, il les a formés de façon, là aussi indirecte et très moderne, naturelle. Et très moderne, il faut dire la vérité. Oui, c'est que, donc d'abord, il les envoyait
tous les dimanches matins. Donc d'abord le samedi soir, non? Ça commençait pas le samedi soir? C'était après. C'est après. Ah, d'accord. Donc, commencer par recruter les gens dans ce qu'on a appelé, en cadre de ce qu'on a appelé la célèbre opération pyjama, c'est-à-dire que par groupe de 4, ils partaient en petites voitures, les petites voitures des étudiants de l'époque, dans les différentes banlieues où étaient jetés à l'abandon, si je puis dire, donc les différents juifs, réfugiés. Où les juifs d'Afrique du Nord étaient isolés, on va dire. Oui. Et tape à la porte? il faisait d'abord les boîtes aux lettres. Donc, dans les grands immeubles, Sarcelles, disons, et là où il y avait un nom qui sonnait juif, ils montaient, ils sonnaient à la porte. Comme on était dimanche matin, les gens leur ouvraient la porte. Ils étaient encore en pyjama et ils leur demandaient s'ils étaient juifs. Donc, il y a eu des quiproquos célèbres et amusants, comme des Lévis qui sont protestants déjà depuis 3 générations, Cohen, idem. Mais il y avait un Ben Soussan qui connaissait un charbite qui habitait au 3e étage dans l'immeuble d'à côté. Et il leur demandait s'ils voulaient envoyer leurs enfants à un Talmud Torah, manger kasher, etc. S'ils étaient intéressés par des structures communautaires, tout ça sans un sou. Donc, ils s'organisaient d'abord dans des appartements privés. Puis, je me rappelle, mon père a même rencontré des curés ou des maires pour essayer d'avoir un local. Et ce que vous faisiez allusion, c'est au fait que après la constitution donc de petits groupes d'enfants dans les appartements, il fallait... Une fois que vous aviez identifié où se trouvaient les gens. En partie, c'est un travail qui se sûr, continuait puisqu'ils ont touché à peu près entre 100 000 et 150 000 juifs comme ça par le porte-à-porte. Par l'opération pyjama, oui. En tapant à la porte, en frappant à la porte. Identifié et localisé 150 000 entre 100 000 et 150 000 juifs qu'ils ont organisés par la suite en 85 communautés en passant le flambeau du coup au consistoire officiel qui, une fois que ça a marché, a été tout à fait d'accord pour collaborer. Et puis, c'était déjà une autre période avec l'aide de Alain de Rothschild et de Jean-Paul Elkann. Mais donc, ces jeunes qui ne savaient rien venaient le samedi soir. Vous parliez du samedi soir chez nous. J'étais petite fille, mais je les entendais. Il y avait une porte communicante. Ils venaient étudier le Aleph Beit, tout ce qu'ils ne savaient pas, de manière à pouvoir, le lendemain matin... aller dans dimanche, les communautés, aller en banlieue dans les appartements, dans les sous-sols, dans les gymnases, pour enseigner aux enfants tous les dimanches matins ce qu'ils venaient d'apprendre la veille. Alors évidemment, il n'y a pas de meilleure manière de savoir que d'apprendre pour transmettre. Alors quand il a fait tout ça, quand il a redynamisé, on peut dire, le judaïsme de France, il l'a réveillé, en tout cas, il a permis qu'il existe et on sait ce qu'il est devenu. Venir en Israël, pour lui, c'est arrivé tard dans sa vie. Parce qu'il avait trop à faire ou parce que... Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs occasions. Je me souviens, biographiquement, dans notre vie. En 58, il a failli obtenir un poste en Israël et puis ça n'a pas marché. Et Dieu merci, ça n'a pas marché. Parce qu'à ce moment-là, mon père a pu se consacrer au judaïsme d'Afrique du Nord. Et là, je dois dire, pendant ces 10 ans, 12 ans, il s'est complètement mobilisé. Mais après la guerre de 67, il est revenu à la maison, il a dit, cette fois-ci, vraiment, je n'en peux plus. Mais enfin, il a toujours été en quelle année ? En 70. Mais il a été toujours évident, depuis notre plus tendre enfance, que nous irions en Israël. Je veux dire, c'était... Alors vous étiez brillante étudiante, c'était pas difficile de tout quitter pour venir ? Même si vous étiez pétrie de... Mais c'est... Bon, d'abord, j'allais dire, j'ai été conditionnée, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, ou peut-être même la principale raison pour laquelle j'ai fait des études de lettres françaises pour pouvoir emporter la France avec moi. J'étais très attachée à la France. À l'époque, effectivement, j'étais une bonne élève et j'aurais pu faire des études un peu de n'importe quoi, ou scientifique. Mais il m'a semblé que donc par ce biais, je pourrais rester en contact, ce qui a été le cas effectivement. Qu'est-ce qu'il a pensé, votre père, du choix de vos études ?
Ça lui a pas paru un peu bizarre? Non, non, pas du tout. Mon père, à l'ancienne, et ces rabbins comme je les aime, il me récitait Shakespeare en anglais, il me récitait Virgile en latin. Il a formé ma sœur aux études latines. Elle est devenue professeure de latin à l'université. Et évidemment, il avait toujours une fable de La Fontaine pour commenter l'une de mes attitudes répréhensibles. Et non, il nous a vraiment donné le maximum de liberté. Quelqu'un m'a demandé un jour comment il se faisait, ou comment mes parents avaient réussi à élever 3 enfants dans la même ligne. Il dit, c'est très simple, on ne nous a jamais obligés à rien, on nous a toujours enseigné un judaïsme heureux, qui valait la peine d'être vécu comme ça, et on ne s'est pas senti diminué d'être des filles par rapport à mon frère. Il fallait que chacun suive sa voie le mieux possible. Vous êtes tous en Israël aujourd'hui? À peu près, oui. Mon frère est encore entre la France et Israël, mais il est, Baruch Hashem, de plus en plus là. Ses enfants sont là, ses petits-enfants sont là. Tous les petits-enfants du petits-enfants, rabbin Rothman sont là? Oui, ça c'est vraiment une grande bénédiction, tous et tous les petits-enfants. Les arrière-petits-enfants? Les arrière-petits-enfants, ils sont tous religieux et en même temps ouverts sur le monde et impliqués dans la vie communautaire et dans la vie du pays. Alors, on n'a pas du tout dit sur votre père. Bien sûr, il a été officier de la Légion d'honneur. Je ne sais pas si on voit la photo. Il a une médaille d'argent de la ville de Paris pour son action citoyen d'honneur de la ville de Jérusalem. C'est un titre qui a dû lui faire très plaisir, ça. Oui. Quoique, oui. Il n'aimait pas les marques, on va dire, de cavode, oui. Comme on dit, mais je sais que, bon, citer à quel moment, mais quand une des récompenses qu'il a reçues dans les dernières années de sa vie, il m'a dit, tu sais, on distribue toujours des bonbons à la fin de l'entracte. C'est triste. C'était un peu triste parce qu'il était déjà malade, mais ça prouve quand même qu'il a tout pris avec la distance. Du recul, avec du recul. Ok. Alors, vous êtes toujours là, toujours bien. C'est sans regret tout ça, pour vous. L'idée du regret ne m'effleure pas. C'est un... Il y a une difficulté à gérer cette double culture. Ça c'est sûr. Ça, c'est vrai. Mais c'est toujours très fructueux. Fructueux, ouais. Mais oui, et même mon rapport à la culture française est beaucoup plus détendu. Je me souviens une des années que j'ai passées en France, enfin quelques mois, je suis jamais revenue pour une année complète, mais les années sabbatiques me permettaient de passer quelques mois en France. Et je me souviens que j'avais été invitée par les Lévinas. Monsieur Lévinas était un ami de mon père aussi. Et il m'a dit alors, comment ça se passe pour vous à Paris? J'ai dit, écoutez, je suis ravie, je jouis de chaque minute. Il me dit, ça c'est le signe que votre alia a été réussi. Parce que quand on revient en France en disant, oh, c'est affreux, je ne peux pas supporter, quelque chose, oui, il y a quelque chose qui coince. Ouais. Oui. Mais, et je crois que c'est vrai, c'est-à-dire que mon ancrage spirituel, si je puis dire, existentiel, est si profond en Israël que ça me permet de prendre de la France ce qu'elle a de meilleur et d'arriver complètement détendue. Alors juste pour terminer, parce que c'est vraiment très intéressant de parler de ces questions d'identité double, multiple. Oui. On rencontre beaucoup de gens qui sont arrivés de ces dernières années, beaucoup d'Olim Khadashim qui viennent de France, qui sont comme vous, universitaires ou issus des grandes écoles, qui ont des professions stimulantes, on va dire, et qui sont très attachés à la France, à la culture française, et qui ne sont pas
reliés, qui n'ont pas eu la chance d'être reliés comme vous à leur judaïsme, à leur culture juive, à leur histoire, à leur texte. Et ça ne pose pas un problème, mais du coup, ils sont un peu... ils ne comprennent pas leur pourquoi ils sont là vraiment. Mais en un sens, moi j'aurais dit que c'est plutôt rassurant. Je crois qu'il aurait été malheureux qu'Israël soit construit uniquement par des idéalistes qui savaient exactement pourquoi ils venaient. Ça, c'est le petit groupe des meneurs, les pionniers. Mais un mouvement historique d'un peuple se fait au-delà de la volonté individuelle et de la compréhension individuelle de chacun. Moi, je suis heureuse qu'il y ait aussi des gens qui soient venus sans savoir pourquoi, même de ceux qui ont reçu le petit coup de pied là où il ne fallait pas, parce que c'est ça, comme ça que se créent des mouvements de masse et qu'il y a ce sentiment d'une destinée générale du peuple. C'est ce que disait Golda Meir, ça se fera de toute façon. Alors je voudrais que ça passe par moi aussi. Je voudrais en être aussi, et ce sentiment d'appartenance au-delà de ce qu'on peut penser individuellement, qui doit être plus profond. Je crois que ça vient avec le temps aussi. C'est le conseil que vous avez à leur donner, il faut de la patience, bon, il faut chercher. Si on peut étudier, c'est très bien, mais il faut accepter de lâcher la branche, de lâcher prise. Et il y a une profondeur, je crois aussi qu'il y a une valeur humaine, une valeur des rapports humains, au-delà de cette... dureté apparente de l'israélien, de la société israélienne. Mais il y a une chaleur qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui se découvre malheureusement, surtout dans les moments difficiles, qu'on en connaisse le moins possible. Mais quand moi je suis arrivée, une femme m'a dit, ça m'a énormément choquée, elle a dit l'alliance entre les Israéliens se fait par le sang. Et ça, c'était terrible. Alors, je souhaite que nous méritions de faire une alliance par le cœur et sans passer par le sang. Exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Exactement. Mais ça dépend de nous. En tout cas, c'était super chouette de vous avoir, Betty Rothman. Merci de nous avoir ranimé, on va dire, la mémoire de votre papa, d'avoir aussi parlé de vous. C'est une alia double qu'on a fait, une alia story double qu'on a fait aujourd'hui. Oui, et doublement réussi, et triplement réussi, j'espère. Enfin, à tous. Voilà. Alors, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur votre papa, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'action de Paul Rothman, les débuts du Bnei Akiva en Europe. Alors, je vais essayer de le montrer à la caméra. Est-ce que c'est bon? Publié, c'est bon. Voilà, là, je crois que c'est mieux. C'est publié par les éditions UJ-Press de Actualité Juive, AJ-Press, pardon. Actualité Juive en France. Alors, c'est un livre qu'on peut trouver, qu'on peut commander. On peut encore commander en France. Voilà. Il est encore édité. Oui. Voilà, merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Shabbat shalom. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.